Merci de rester avec nous dans la seconde partie de l'échange consacré à l'entrepreneuriat comme base de paix, de développement durable. Nous sommes avec Pascal Edo Agbové. Dans la première partie, vous parlez des entrepreneurs qui donnent la paix au pouvoir en place. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Je dis les jeunes qui décident d'entreprendre ou bien qui décident de créer leur propre entreprise, c'est les jeunes qui ont décidé de donner la paix au pouvoir public, aux décideurs politiques. Parce que quand ils créent leur entreprise, ils seront occupés pour faire leur travail, ils ne vont plus gêner les pouvoirs publics. Deuxième chose, oui. En créant leur entreprise, ils vont donner la possibilité à d'autres jeunes de travailler avec eux. En plus de ça, ils vont payer aussi des impôts et taxes à l'État pour aider les pouvoirs publics même à avoir des ressources financières pour assurer l'administration et puis investir dans les projets de développement. Donc, un jeune qui décide de s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est un artisan de paix. Et comme je le dis, lui-même, il ne sera plus là pour participer à des mouvements sociaux, pour un changement de paradigme, peut-être pour trouver un emploi. Il va créer de l'emploi à d'autres jeunes, il va payer des impôts. Non seulement ça, il va aider sa famille, il va aider sa communauté. Et en entrepreneur, ça veut dire que quand il y a des problèmes dans la communauté, il va essayer de réfléchir pour trouver la solution. Donc, les jeunes entrepreneurs, c'est des gens qui aident les pouvoirs publics à trouver des solutions aux besoins de la communauté, qui aident l'État à avoir des ressources, qui aident l'État à trouver des problèmes au chômage des jeunes, parce qu'ils emploient d'autres jeunes. Donc, les jeunes entrepreneurs participent à la paix de leur pays. L'accès aux possibilités entrepreneuriales nécessite un climat favorable. Est-ce que l'écosystème en Afrique de l'Ouest est favorable à l'entrepreneuriat? Bon, il ne faut pas peut-être généraliser. Il faut peut-être prendre les pays francophones. Les pays anglophones sont en avance sur nous. Quand vous prenez l'Afrique, ou bien l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que le Ghana et le Nigeria, ou bien, je crois que c'est Sierra Leone aussi, les pays anglophones sont en avance sur nous, parce que ces pays ont un autre système d'éducation. Le problème réside au niveau des pays francophones. Et dans les pays francophones, je crois que l'écosystème est en construction, n'est pas tellement bien huilé pour créer des conditions qu'il faut pour la réussite de l'entrepreneuriat. La dynamique est récente. C'est il y a cela quelques années seulement que les pays francophones ont commencé par créer des conditions favorables au développement des affaires. Avant, même pour créer une entreprise, peut-être même au Togo, tu vas faire plus de 3 mois avant d'avoir ton papier. Justement, le Togo ne fait pas exception aujourd'hui. Le Togo ne fait pas exception. C'est identique pour la plupart des pays francophones du continent. Donc, c'est tout récemment que les conditions, il y a eu des améliorations sur le plan juridique pour faciliter même la création d'entreprises. Également pour offrir certaines facilités aux entreprises de se développer. Et des mécanismes d'accompagnement sont mis en place aujourd'hui par les pouvoirs publics pour soutenir le secteur. Parce que c'est vital. Vous parlez du Togo? Je parle du Togo et c'est identique pour tous les pays de la sous-région. Vous savez que quand je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, tous les pays de l'UMOA ont pratiquement les tests réglementaires identiques. C'est-à-dire que les lois togolaises ne sont pas très loin des lois des autres pays de la sous-région. Parce que d'abord, il y a l'UMOA qui donne des directives et toutes les lois nationales sont votées en conformité avec ces directives-là. Donc, nous partageons pratiquement les mêmes réalités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernants ont compris que vu qu'ils ne peuvent plus offrir le maximum d'emplois aux jeunes, il faut aller vers là. Non seulement chercher de l'emploi, mais à cause des différentes crises, l'aide au développement diminue. Donc, les dirigeants sont tournés maintenant vers les ressources endogènes. Donc, pour mobiliser davantage des ressources endogènes, il faudrait qu'on soutienne les entreprises. Parce que les entreprises vont payer des taxes à l'État. Si vous prenez nos régies fiscales locales, nationales, vous aurez remarqué que ce que les régies, pardon, je prends le cas du Togo, l'OTR et d'autres pays aussi, l'Office togolais de recettes, quand vous prenez ces régies, c'est-à-dire ces institutions, ce qu'elles collectent aujourd'hui dépasse largement ce qui était collecté autrefois, c'est que il y a cela 10 ans, bien 20 ans. Parce que les États maintenant ont créé même des mécanismes maintenant pour soutenir les entreprises, également pour sécuriser la collecte de ces ressources-là. Sinon, avant, nous étions tournés vers l'aide extérieure, de manière à ce que même on ne pensait pas que nous pouvons compter sur les forces endogènes pour faire le développement. On ne pouvait pas compter, on n'avait pas mis l'accent sur les ressources endogènes pour pouvoir faire le développement. Et donc aujourd'hui, les gouvernants ont compris que
l'entrepreneuriat est la voie idéale si vraiment ils veulent contribuer au développement durable de leur pays. Selon Wati, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, la majorité des startups ne fêtent même pas leur 2e anniversaire. Absolument. À quoi est-ce que cela est dû selon vous? Oui, justement, c'est une réalité parce que quand le discours que l'on a tenu il y a cela 20 ans, ne devait plus le même, ne devait plus être le même. Parce que quoi? Au début, on faisait la sensibilisation pour que les gens prennent conscience de l'importance de l'entrepreneuriat. Une fois qu'on a dépassé cette étape-là, nous devons changer de discours. Aujourd'hui, il est question maintenant d'accompagner les promoteurs d'entreprises. Donc, selon vous, presque tout le monde a pris conscience de l'importance d'entreprendre. La majorité aujourd'hui, parce que tous les citoyens ne seront pas entrepreneurs. Maintenant, pourquoi les startups meurent vite? L'entreprise, comme je le disais, c'est un système. C'est comme vous achetez une voiture. Vous voulez acheter une voiture. Et la plupart des gens n'ont pas appris le code de la route avant d'aller acheter la voiture. Ils vont faire accident. Ils vont perdre leur argent. Et surtout, si c'est un prêt qui a été contracté pour acheter la voiture, là, tu vas perdre ta voiture. Les gens, même ont acheté la voiture, ne savent même pas qu'il fallait faire l'assurance. Il fallait faire certaines formalités pour qu'ils soient protégés. Et donc, du coup, je ne sais pas si on a induit les gens en erreur. Parce qu'on n'a pas pris soin d'expliquer aux gens que créer une entreprise, c'est facile, mais gérer une entreprise, c'est très difficile. Et donc, tout le monde voulait créer son entreprise. Donc, c'est pour dire que tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde n'est pas capable de bien diriger une entreprise. Et c'est pour des raisons d'ailleurs même... Quelles sont les ressources dont les entrepreneurs ont besoin pour bien gérer leur entreprise, pour qu'elle ne meure pas avant leur 2e anniversaire? D'accord, je vais vous dire quelque chose. Quand on crée une entreprise, il y a 2 situations. Il y a les valeurs, les qualités que toi, promoteur, tu dois avoir. Et il y a également les compétences que tu dois avoir pour gérer ton entreprise. Donc, les valeurs que tu dois avoir, par exemple, les valeurs, c'est d'abord la créativité, le leadership, le sens de responsabilité, la persévérance, la ténacité, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est-à-dire que tu dois développer des valeurs. Si tu n'as pas ces valeurs et que tu veux entreprendre, tu vas échouer. Maintenant, une fois que tu mets en place ton entreprise, qui est un système, il faut avoir des connaissances, par exemple, des connaissances en management, en marketing, en fiscalité, en finance, en administration, pour pouvoir gérer. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai appris à la cuisine et que je décide de créer un restaurant, je ne suis plus seulement cuisinier, mais je suis chef d'entreprise. Ça veut dire que je dois connaître les fonctions d'un chef d'entreprise. Donc, si je me contente juste de mes connaissances techniques en cuisine pour réussir mon restaurant, je vais échouer. Parce que je ne serai pas seulement la cuisine, mais je serai appelé à piloter mon système, mon entreprise. Et mon entreprise évolue dans un environnement réglementé. Je dois tenir la comptabilité, je dois gérer les ressources humaines, je dois recruter des gens. Il y a le droit du travail que je dois connaître. Je dois payer les impôts, je dois payer les taxes à la collectivité territoriale. Je dois faire le marketing sur le marché, c'est la guerre, c'est-à-dire que c'est le combat. Je dois avoir des connaissances pour vraiment gagner les clients. Je dois avoir des connaissances en matière de gestion de mes informations, en administration. Donc, la plupart des gens ont eu seulement des connaissances techniques et ils se sont lancés dans les affaires. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise nouvelle, une entreprise fraîchement créée a toutes ces ressources nécessaires pour justement, c'est pourquoi cette entreprise, cette start-up échouent. Parce que le promoteur n'ayant pas toutes ces compétences et n'ayant pas aussi les moyens de recruter toutes ces ressources humaines-là, il n'arrive pas à faire face à tous les enjeux. C'est pour cette raison que les start-up doivent être accompagnées par d'autres structures. Ça veut dire que des incubateurs. Oui, des structures d'accompagnement. Et c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Quand je mets au monde mon enfant, c'est mon enfant, mais quand l'enfant est malade, il me faut un médecin. Pour que l'enfant puisse s'habiller, il me faut un couturier. Si l'enfant doit aller à l'école, il me faut un enseignant. Cela ne veut pas dire que c'est mon entreprise, que je dois tout faire pour l'entreprise. Quelles sont les structures d'accompagnement qui existent, qui peuvent m'accompagner? Donc si aujourd'hui même vous avez votre propre argent, que vous mettez dans un business, vous n'avez pas su identifier une structure d'accompagnement, vous pouvez échouer. Parce que piloter une entreprise, c'est très difficile. Quand on est technicien, je suis imprimeur par exemple, je crée mon imprimerie, je ne suis plus imprimeur, je ne suis pas seulement imprimeur, mais je suis chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, ça veut dire que je suis manager. Et les fonctions de manager requièrent aussi un certain nombre de compétences que généralement les promoteurs de petites entreprises n'en ont pas.
Et ça, c'est ce sur quoi il faut travailler désormais pour que les startups n'échouent pas. Alors, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez ces structures au Togo qui forment les autres entrepreneurs sur la gestion de leur entreprise? Justement, comme tu l'as bien dit, je suis le directeur pays du réseau mondial de l'entrepreneuriat. Et ce que nous voulons faire au Togo maintenant, c'est d'appuyer les efforts des autorités togolaises. Et justement, nous avons, d'ici le mois de décembre, nous allons lancer des services d'assistance, d'aide au développement des entreprises à travers des mécanismes qui offrent des services intégrés aux entrepreneurs. Ça veut dire que quand les gens viennent au niveau de ces structures-là, ils bénéficieront de tout l'accompagnement qu'il faut. Et nous servirons de pont entre eux et les différentes parties prenantes, que ce soit entre eux et les administrations fiscales, entre eux et les banques, entre eux et les collectivités territoriales, ainsi de suite. Parce que le jeune entrepreneur n'a pas toutes les compétences pour pouvoir discuter avec les différentes parties prenantes. Le jeune entrepreneur n'a pas toutes les compétences, mais nous sommes également à l'ère du digital. Est-ce qu'il est facile de protéger ces jeunes startups? Oui, il est facile de les protéger. D'ailleurs, nous allons offrir des services avec des produits digitaux. Nous allons faire des téléconsultations même à distance. Nous allons gérer même la comptabilité et la fiscalité des entreprises avec des systèmes digitalisés. Donc, c'est pour dire que on peut facilement offrir des services à ces entreprises, mais le premier défi pour les jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir l'information. Beaucoup de personnes n'ont pas l'information. Les gens, ils se préoccupent trop de leurs petites activités quotidiennes. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur environnement. Quand vous continuez comme ça, vous allez jouer si vous nous écoutez. Quand on parle de jeunes entreprises, ce n'est pas seulement en termes d'âge. Vous pouvez avoir 50 ans, mais si votre entreprise est toujours à une petite taille, vous êtes toujours jeune entrepreneur parce que votre entreprise n'a pas grandi. Vous aurez remarqué que dans nos collectivités, dans nos sociétés, quand les gens ont des entreprises dans un petit carré, là, ils veulent rester là-bas jusqu'à la vie. Ce n'est pas bon. Quand on crée une entreprise, l'entreprise doit grandir. L'entreprise, c'est comme un système. C'est comme un organisme qu'on a mis en place. L'organisme doit se développer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la logique d'accompagnement des petites entreprises pour assurer leur développement dans le temps. Et ça garantit leur durabilité dans le temps. Sinon, si on ne le fait pas, d'abord, les promoteurs ne vont pas sortir de leur pauvreté, l'État ne pourra pas collecter suffisamment de taxes et ces entreprises ne pourront pas créer suffisamment d'emplois. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, surtout au Togo, c'est d'accompagner les petites entreprises dans leur processus de développement. Alors, entrepreneuriat comme base de développement durable, quels sont les enjeux? Les enjeux, d'abord, c'est que les pouvoirs publics doivent jouer le rôle de premier plan, doivent jouer le premier rôle. Parce que les entreprises évoluent dans un environnement. Et ce qui crée l'environnement, ce sont les pouvoirs publics. Deuxième enjeu, c'est au niveau des citoyens eux-mêmes, qui doivent comprendre que nous devons être les artisans, nous devons être les chefs d'orchestre de notre succès. Nous devons participer à la résolution de nos problèmes à travers nos innovations, nos créativités. Et nous, en le faisant, nous devons participer au développement, nous devons soutenir les pouvoirs publics. Autre enjeu, c'est de savoir comment gérer nos finances, l'éducation financière. Parce que nombre d'entrepreneurs n'ont pas une bonne éducation financière. Il n'y a pas une discipline en matière de gestion de nos finances. Pour assurer la croissance de vos entreprises, vous devez avoir une discipline financière. Il faut avoir la notion de budget. Il faut avoir la notion de vous abordez les défis à surmonter. Voilà, c'est très important. Et également, nous devons savoir comment travailler en équipe. Parce que quand nous n'arrivons pas à travailler en équipe. Les premiers puissants, les Américains, les Chinois travaillent toujours en équipe. Les jeunes entrepreneurs veulent travailler en solo. Et ça ne les aide pas à mutualiser leurs forces. Et donc, nous encourageons les jeunes promoteurs à travailler aussi en équipe, en ayant l'esprit collectif. Et ça leur permet d'aller plus loin dans leurs initiatives entrepreneuriales. L'entrepreneuriat comme base de paix et réponse au développement durable en Afrique, c'est un double objectif. Est-ce qu'il est facile à atteindre? Il est facile à atteindre quand toutes les parties prenantes essaient de travailler en synergie. C'est pourquoi nous parlons de l'écosystème. Vous savez, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut créer un écosystème solide pour permettre à l'ensemble de ces acteurs de coopérer, de s'affronter à la fois. Cela permet de trouver facilement des solutions aux problèmes auxquels les entrepreneurs font face. Et ça permet également au pouvoir public d'atteindre leurs objectifs qui est d'assurer la croissance et le développement des entreprises dans le temps. Et donc, c'est une possibilité. Et si nous arrivons à réussir ce pari-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les pouvoirs publics resteront tranquilles. Parce qu'une fois que nous aurons des vrais entrepreneurs qui vont créer suffisamment d'emplois, qui vont payer suffisamment d'impôts, qui seront en mesure de participer au développement de leur communauté, je pense que notre développement sera, le développement durable sera une réalité. Parce que dans le développement durable, on dit par exemple, il faut la santé.
Il faut un logement décent. L'environnement. Quand les gens n'ont pas d'argent, comment vous allez faire le développement? Oui, voilà. C'est une question de revenus. Donc, quand les gens travaillent pour avoir des revenus, l'État même ne fera plus tout pour les citoyens. Les citoyens seront en mesure de payer eux-mêmes les soins de santé, auront des logements décents, auront la possibilité de régler certains problèmes. Donc, le développement durable ne pourra pas vraiment, les objectifs ne seront pas atteints si on ne développe pas l'entrepreneuriat dans notre pays ou bien sur le continent africain. Monsieur Abouvé, on a l'impression que vous rejetez tout sur les entrepreneurs, les solutions politiques aux États, les solutions d'emploi peut-être partagées. Oui, les politiques ont un grand rôle à jouer parce que dans notre système actuel, l'une des difficultés des entrepreneurs, c'est quoi? L'accès au financement. Et étant donné qu'on n'a pas assez de revenus, nos revenus sont faibles, on n'arrive pas à épargner suffisamment pour pouvoir transformer l'épargne là en investissement. Donc, les jeunes peuvent être porteurs d'idées aujourd'hui, d'idées d'affaires, mais ils ont besoin d'être soutenus. Mais comme je le dis, l'État a le devoir de mettre en place les conditions pour que les jeunes puissent avoir accès au financement, mais il appartient aux jeunes également d'être bien formés avant de s'engager. Parce que si vous avez les ressources là, on ne réfléchit pas parfois très bien. Donc il faut être bien formé, il faut être outillé. S'il faut acheter une voiture, comme je le dis, il faut aller d'abord faire auto-école. Il faut aller d'abord avoir le permis. Il faut connaître le code de la route avant d'avoir sa voiture. Mais les jeunes ne prennent pas le temps de faire l'auto-école, ils veulent en même temps avoir la voiture. Et quand ils font en voiture, là, ce serait même scandaleux pour nous. Donc, les jeunes qui veulent entreprendre, nous les conseillons d'être bien formés. Ils n'ont qu'à approcher les structures de formation appropriées pour être suivis dans leur parcours. Et donc, dès qu'ils auront une bonne formation, dès qu'ils auront accès au financement, ils pourront mieux réussir leur aventure entrepreneuriale. Donc, l'entrepreneuriat, une fois encore, présente des avantages, mais comporte beaucoup d'enjeux. Et il est de notre devoir de bien sensibiliser nos compatriotes avant qu'ils ne s'engagent. À vous ou en tant qu'expert, en tant qu'expert, en tant que personne ressource qui accompagnons, c'est que voilà, nous accompagnons les entrepreneurs. Il y a les décideurs d'un côté. Les décideurs aujourd'hui font beaucoup d'efforts en faisant des réformes sur papier. Mais les papiers seuls ne suffisent pas. Il faut un changement de paradigme. Il faut une bonne formation des citoyens. Il faut un coaching. Il faut un accompagnement. Ce n'est pas le ministre ou bien les décideurs politiques qui vont faire ça. Il faudrait que les spécialistes puissent accompagner les promoteurs d'entreprises pour que nous puissions tous ensemble réussir le pari. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être resté à notre compagnie. Nous étions avec Pascal Edo Akpové. Vous êtes expert consultant en entrepreneuriat politique de développement. Vous êtes le directeur général du réseau mondial de l'entrepreneuriat au Togo. À vous qui nous avez suivis, à très bientôt sur votre chaîne.